Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, géodésique et relativité. Quelle est la distance entre ces deux points? On peut se munir d'une règle graduée et en la plaçant sur l'écran, lire le nombre de centimètres qui sépare le point A du point B. On pourrait également demander à une fourmi de marcher tout droit de l'un à l'autre et de compter le nombre de pas qu'elle doit effectuer. On mesure alors la distance en centimètres dans le premier cas et en nombre de pas dans le deuxième. Mais imaginons maintenant que les points A et B sont à la surface d'une sphère. Quelle est désormais la distance qui les sépare? À première vue, il suffit de prendre la règle graduée, de la placer entre le point A et le point B et de mesurer le nombre de centimètres qui les séparent. Mais si on demande à la fourmi de marcher du point A au point B, celle-ci se situant à la surface de la sphère, elle va parcourir un chemin différent de la ligne droite formée par la règle. La fourmi a dû marcher davantage car la sphère est courbée et il lui a fallu parcourir tout un arc de cercle. Elle ne mesure pas la même distance que la règle graduée. En réalité, la sphère est une surface à 2 dimensions, que l'on a plongée dans un espace à 3 dimensions. La distance que mesure la règle est une distance dans l'espace en 3 dimensions. En effet, on autorise la règle à quitter la surface de la sphère. A l'inverse, la distance mesurée par la fourmi est une distance en 2 dimensions, qui épouse la géométrie à la surface. En mathématiques, si on s'intéresse à la sphère et à sa géométrie intrinsèque, on ne va pas tant se concentrer sur la longueur mesurée par la règle, mais plutôt sur la distance que doit parcourir la fourmi. On parle alors de métrique. Une métrique est un objet mathématique qu'on associe à une surface. En tout point de cette surface, la métrique va nous fournir une grille qui épouse la géométrie de notre objet, de sorte à y mesurer des longueurs et des angles. Par exemple, pour mesurer la longueur du chemin parcouru par la fourmi, on va additionner la longueur de chacun de ses pas. À chaque pas, la métrique nous fournit une grille, sur laquelle on va pouvoir mesurer la petite distance que vient de parcourir la fourmi. En répétant l'opération pour chacun de ses pas, on obtient alors la longueur totale de son trajet. Se pose alors un problème, qui est celui de connaître la distance réelle entre A et B à la surface de la sphère. En effet, par définition, la distance entre deux points est la longueur du chemin le plus court qui les relie. Or, rien ne nous dit que le chemin parcouru par la fourmi est optimal. Peut-être que celle-ci va se déplacer en zigzag et emprunter un trajet qui est trop long par rapport à la vraie distance qui sépare ces deux points. La métrique nous permet de connaître la longueur du trajet parcouru à la surface de la sphère. Mais elle ne nous assure en rien que ce trajet est le plus court possible. Trouver la vraie distance entre A et B revient ainsi à trouver la trajectoire la plus rapide qui puisse les relier. Pour ce faire, on peut imaginer qu'on envoie des dizaines, voire des centaines de fourmis. Chaque fourmi va essayer un chemin différent. Toutes les fourmis partent du point A, mais certaines vont arriver plus rapidement au point B et d'autres vont prendre plus de temps. Grâce à la métrique, on peut mesurer la longueur de chacun de ces trajets et en les comparant, on peut ainsi trouver la fourmi qui a parcouru le chemin le plus court. En imaginant qu'on puisse tester absolument tous les trajets possibles, ce qui est mathématiquement faisable, on est maintenant capable de déterminer le chemin le plus court. C'est le chemin optimal pour aller de A à B. C'est ce chemin qui détermine réellement la distance entre les deux points. On appelle ce type de chemin, qui optimise la durée d'un trajet, une géodésique. C'est la généralisation d'une ligne droite, c'est-à-dire intuitivement une trajectoire qui se parcourt quand on avance un pied devant l'autre. Quand on suit une géodésique, chaque pas nous fait avancer sur la surface dans la même direction que le pas qui précède. On ne va jamais tourner. À la surface d'un plan, les géodésiques sont simplement les lignes droites. C'est pour cette raison qu'on peut y mesurer des distances avec une règle. Quand on cherche à relier deux points, passer par un troisième point qui s'éloigne de la ligne droite va forcément nécessiter un temps de trajet plus long. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'inégalité triangulaire. À la surface d'une sphère, les géodésiques sont les grands cercles, c'est-à-dire les cercles qui parcourent la plus grande circonférence possible. Sur la Terre, par exemple, les lignes de longitude sont des géodésiques. Un vol de Rome à Copenhague, 2 villes qui se trouvent à la même longitude, sera le plus court possible en suivant cette courbe. Par contre, mis à part l'équateur, les lignes de latitude ne sont pas des géodésiques. En effet,
elles ne sont pas des grands cercles sur la sphère. Pour relier deux points de même latitude, comme par exemple Paris et Québec, il existe donc un chemin qui est plus rapide. Pour aller plus loin, le domaine de la géométrie différentielle développe toute une panoplie d'outils mathématiques qui vont permettre de caractériser la courbure d'une surface. L'un de ces objets les plus importants est ce qu'on appelle le tenseur de courbure. Pour simplifier, ce tenseur de courbure est une grandeur qui exprime l'évolution des géodésiques les unes par rapport aux autres. Ceci caractérise la courbure d'une géométrie, car plus elle est courbée, plus les géodésiques en surface vont se rapprocher ou s'éloigner rapidement les unes des autres. Et à l'inverse, plus une surface est plane, moins elle est courbée, et moins ces géodésiques vont avoir tendance à s'éloigner entre elles. Elles vont plutôt rester parallèles. Quand on s'intéresse à des surfaces plus complexes, les géodésiques peuvent prendre des formes étonnantes. À la surface de cet entonnoir, par exemple, les lignes droites semblent dévier au voisinage du trou central. Drôle de coïncidence, lorsqu'on les regarde vus de dessus, les géodésiques à la surface de l'entonnoir semblent se courber d'une façon similaire aux rayons lumineux qui passent à proximité d'un trou noir. Et pour cause, si la lumière est déviée par un trou noir, c'est exactement pour la même raison. L'univers dans lequel nous vivons n'est pas une surface à deux dimensions comme un plan, une sphère ou un entonnoir, c'est une hypersurface à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. On appelle cette surface l'espace-temps. Tous les objets de l'univers évoluent dans l'espace-temps de la même façon que la fourmi se déplaçait sur la sphère. Mais dans l'espace-temps, la distance entre deux événements prend en compte non seulement leur écart dans l'espace, mais aussi leur écart dans le temps. D'après le principe d'inertie, s'ils ne sont soumis à aucune force, tous les corps se déplacent en ligne droite. Ainsi, tous les objets de l'univers, lorsqu'ils ne sont ni accélérés ni déviés par une force, vont suivre les géodésiques, c'est-à-dire les lignes droites dans la géométrie de l'espace-temps. L'espace-temps qui compose notre univers est très vaste, et la métrique qui va décrire sa géométrie prend différentes formes en fonction de l'endroit où on se place. Dans une région vide de l'univers, l'espace-temps est relativement plat. Les géodésiques sont alors rectilignes, et tous les objets ou rayons lumineux se déplacent en ligne droite dans l'espace et à vitesse constante dans le temps. On parle de métrique de Minkowski. C'est le type d'espace-temps qui est décrit par la relativité restreinte. Ici, tout mouvement entre deux objets est relatif, car l'espace-temps est plat et donc toutes les positions et toutes les directions sont équivalentes. Mais à proximité d'un corps massif comme la Terre ou le Soleil, l'espace-temps se courbe. Pour des corps qui sont sphériques, isolés et relativement stables dans le temps, on parle alors d'une métrique de Schwarzschild. C'est la métrique la plus commune en relativité générale. Les géodésiques dans cette métrique correspondent à des trajectoires déviées ou à des orbites. Par exemple, si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce qu'elle se déplace en ligne droite suivant une géodésique, mais à l'intérieur d'une géométrie courbée, un peu à la façon de l'entonnoir qu'on a vu précédemment. La seule différence est que contrairement à l'entonnoir, ici la géodésique n'est pas uniquement une ligne dans l'espace, elle décrit aussi la trajectoire de l'objet dans le temps. À la surface de la Terre, si une pomme tombe d'un arbre alors qu'au départ elle est immobile, c'est parce que la courbure de l'espace-temps engendrée par la Terre déforme les géodésiques entre temps et espace. La pomme qui se déplaçait uniquement dans le temps va progressivement dévier, son écoulement dans le temps va se transformer progressivement en vitesse dans l'espace, et la pomme va se mettre à tomber. Lorsque l'objet attirant est extrêmement massif, comme un trou noir statique, la métrique de Schwarzschild décrit une sorte de trou, une région sphérique de l'espace tout autour de l'objet, un peu comme le trou d'un entonnoir. Au niveau de cette sphère, la métrique semble rompue. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, ou plus communément l'horizon des événements. Du point de vue d'un observateur externe au trou noir, aucun objet ne peut franchir cet horizon. Cela dit, ce n'est en fait qu'une illusion, un peu comme le pôle Nord à la surface de la Terre qui semble se rompre lorsqu'on le représente sur une carte. C'est ce qu'on appelle une singularité apparente. En réalité, du point de vue d'un vaisseau spatial qui se rapprocherait du trou noir, il est tout à fait possible de franchir cette zone. Mais malheureusement pour lui, en progressant à l'intérieur du trou noir, il finirait quand même par se heurter à une singularité réelle,
au centre du trou noir, un point où la courbure de l'espace-temps devient infinie et que la science moderne ne sait pas encore décrire. Pour finir, il existe dans l'univers une multitude d'autres endroits qui sont munis de métriques plus complexes, comme par exemple la métrique de Kerr qui décrit des trous noirs avec une rotation très rapide sur eux-mêmes, leur singularité centrale a alors une étonnante forme d'anneau, ou encore la métrique FLRW pour Friedman Lemaître Robertson Walker qui décrit une approximation de l'espace-temps à grande échelle, une sorte d'univers dans son ensemble, introduisant une courbure et une expansion du cosmos tout entier, ce qui est à la base de la théorie du Big Bang.